Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier les personnes qui ont beaucoup soutenu Passion médiéviste les mois passés, c'est-à-dire Yannick et Jean-Laurent. Merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous me permettez de faire avec Passion médiéviste. Et si vous voulez en savoir plus sur comment soutenir le podcast, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux grands châteaux de pierre blanche, aux armures de chevaliers et aux vitraux des cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 85. Thibaut et les veuves en Anjou, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cet épisode est enregistré dans un cadre assez particulier, et oui, car nous sommes au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui a été fondé en 1550 à peu près, tout ça. Et on a avec nous un public de folie. Ils sont très très chauds. Et oui, aujourd'hui cet épisode a été motivé par Gabriel et Joël Alazar. Donc merci beaucoup d'avoir rendu cet enregistrement possible. Et donc pour cet épisode, j'ai donc forcément un invité particulier, lui aussi. Bonjour Thibaut Jouy. Bonjour Fanny. Thibaut, depuis 2020, tu fais une thèse sur le sujet, attention, les mutations sociopolitiques du comté d'Anjou durant la première moitié du XIIIe siècle. Tu es donc sous la direction de Frédéric Lachaud à l'université Sorbonne Université, donc l'ancien Paris 4, c'est ça ? C'est ça. Je m'y perds totalement dans les noms d'universités à chaque fois. Avec toi aujourd'hui, en fait, Thibaut, on va parler d'un espace géographique et politique qu'on a déjà mentionné parfois dans le podcast, donc l'Anjou. Donc auditeurs, auditrices, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. Et nous allons parler de comment les veuves et donc les femmes aussi en général pouvaient exercer le pouvoir dans cet espace. Donc oui, on a un gros programme. Donc déjà, Thibaut, première question un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet, sur l'Anjou ? En fait, ça a commencé en master où je m'intéressais à la question du fonctionnement de la féodalité et je m'étais intéressé à la possibilité d'avoir pour un seigneur 2 suzerains en même temps, rivaux. Et mon directeur de mémoire à l'époque m'avait conseillé de lire donc, Guillaume le Maréchal de Georges Duby, qui est un ouvrage assez célèbre et qui traite de cette question-là. Et j'avais commencé à traiter donc la question de la double vassalité entre la France et l'Angleterre dans tout l'ouest de la France. Et puis, en pratiquant un peu, je me suis rendu compte que ça faisait un espace trop grand et que il fallait que je choisisse. Et j'ai choisi un peu pragmatiquement l'Anjou, puisque en fait, c'est un des aspects, mais j'en viens. Et en fait, très simplement, c'est plus facile dans des listes de noms médiévaux, en cherchant dans les documents anglais des gens qui viendraient du continent, en fait, de reconnaître des lieux, des villages, des forteresses qui viennent d'endroits que je connais. Et donc, en fait, c'était plus facile pour moi de me situer ici. Parce que tu viens d'où en Anjou ? Plutôt de l'ouest de l'Anjou, donc sur le cours de la Loire. Voilà, un espace aussi assez, avec des forteresses médiévales importantes, durant cette période-là de conflit entre Plantagenets et Capétiens, donc entre France et Angleterre. Tu veux pas nous dire où précisément ? Tu restes mystérieux sur ta vie, Thibaut. Non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse ? Dans ma thèse, je veux montrer, alors je traite une période très particulière où en fait c'est un comté qui n'a pendant à peu près une cinquantaine d'années, un peu moins, plus de comtes, ou en tout cas plus de comptes en exercice légitime. Et donc on a un flou de pouvoir et j'essaye de comprendre comment se constituent les conflits politiques, les négociations entre l'aristocratie locale, les rois de France et d'Angleterre dans cette espèce de flou. Et voilà, j'essaye d'un peu décortiquer le modèle politique qu'a cet espace
à l'époque. On va décortiquer ça tous ensemble, enfin toi et les autres gens qui nous écoutent. Alors déjà, pour présenter un petit peu en gros la période, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique de la période que tu as étudiée? Voilà, raconte-nous, là, cette période du XIIIe siècle, il se passe quoi? On est où? C'est quoi les bails? Alors, on est aux alentours entre 1200 et 1250, dans une période d'essor des monarchies anglaises et françaises, notamment dans la région. Et juste après, donc, une grande conquête réalisée par le roi de France Philippe Auguste de tout l'ouest de la France, donc de la Normandie, de l'Anjou, de la Bretagne, etc. Et donc, on a une zone qui est intégrée progressivement dans le royaume de France, qui n'est pas encore complètement rattaché au domaine royal et où on a des conflits de factions assez importants, où le roi d'Angleterre continue à avoir une volonté de récupérer ses territoires durablement. Et plus généralement, on est dans le contexte féodal avec une aristocratie qui est bien ancrée et qui possède énormément des rênes du pouvoir local. Et donc tu as choisi ces bornes chronologiques parce que c'est donc cette période un petit peu floue du côté d'Anjou, c'est ça? Voilà. Donc mes bornes chronologiques en fait commencent de 1199 à 1246. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est quand même assez précis. En fait, en 1199, c'est la mort du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion qui mène à un conflit de succession entre son plus jeune frère Jean, donc surnommé un peu connu comme Jean sans terre, et son neveu Arthur. Et c'est ce moment où on a un délitement de ce qu'on appelait l'Empire plantagenet, donc l'ensemble des territoires que possédait le roi d'Angleterre sur le continent. Et donc c'est à ce moment-là que le roi de France profite de la situation pour conquérir le territoire. Et je terminerai en 1246, tout simplement parce qu'en 1246, il y a un nouveau comte. Le roi de France, Louis IX, donc, confie le comté d'Anjou à son plus jeune frère Charles. Et donc, on sort de cette période de flou où le comté appartient au roi de France. D'accord, on comprend un petit peu mieux effectivement le contexte entre les deux royautés. Alors, tu travailles donc principalement sur le comté d'Anjou au XIIIe siècle. Alors, raconte-nous ce comté d'Anjou. Quelles sont les origines de sa création? Enfin, pourquoi c'est un comté? C'est quoi? Le comté, c'est en fait un reste de la division de l'Empire carolingien. Et au début du Xe siècle, on a en fait des vicomtes d'Angers qui s'arrogent de plus en plus de pouvoir et de territoire, qui se font appeler comtes, et qui, par des conquêtes, des mariages, et souvent les deux associés, vont étendre leur territoire de plus en plus. Ça va conduire en particulier à deux mariages très importants stratégiquement. En 1228, on a un premier mariage entre Geoffroy V, dit Plantagenet, qui donne son nom à la dynastie, et Mathilde, donc l'héritière de l'Angleterre et de la Normandie. Et en 1152, on a un deuxième mariage entre le fils de ce couple, Henri, et Aliénor d'Aquitaine, qui crée un ensemble politique immense, en fait, allant de la Gascogne à la Normandie et toutes les îles britanniques intégrées dedans. Donc voilà, on a une expansion du comté d'Anjou en fait qui devient le royaume d'Angleterre et d'autres dépendances. Oui, ça fait une belle extension quand même, oui. Mais quand on parle du comté d'Anjou, à cette époque-là, on est plutôt sur quelle délimitation géographique? Pour le comté d'Anjou, en fait, ce que je vais appeler comté d'Anjou, c'est ce qu'on surnomme le Grand Anjou, c'est-à-dire le comté d'Anjou lui-même, si vous voulez, en termes de délimitation, c'est le département du Maine-et-Loire, Angers et les alentours, mais qui a intégré avec ça la Touraine, donc la région de Tours, le département d'Indre-et-Loire, et le Maine, la Mayenne et la Sarre, donc la région autour du Mans. Et donc ça, c'est politiquement intégré à l'Anjou, ça n'est quasiment plus distinct de l'Anjou sous les Plantagenets. Contrairement à, par exemple, la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, qui appartiennent au même roi, mais qui sont toujours considérées comme des entités politiques bien distinctes. Et donc là, du point de vue politique, en fait, quelle est la puissance de ce comté d'Anjou ? Alors, le comté d'Anjou, à partir de la fin du XIIe siècle, devient finalement une composante assez minime au sein de cet espace en fait, qu'on va surnommer Empire Plantagenet, mais il va se détacher de l'ensemble à partir de 1199 et c'est dans une position un petit peu ambiguë puisque en fait en Normandie, le roi de France va conquérir systématiquement les territoires et bien intégrer ce territoire-là à son domaine. En Anjou, c'est l'aristocratie qui va notamment guidée par le sénéchal d'Anjou qui s'appelle Guillaume des Roches, sur lequel je vais revenir quelques fois, qui va se rallier à Arthur, puis à Jean, puis de nouveau à Arthur et à Philippe Auguste. Il retourne sa veste comme ça. Qui retourne sa veste plusieurs fois. Et ce qui fait que l'autorité du roi de France dépend en fait du bon vouloir de l'aristocratie qui lui a livré le comté. Oui, d'accord. Et là, c'est vraiment, il a délégué un petit peu la conquête de ce territoire-là. Voilà, il a délégué et on lui a livré le territoire, mais il est obligé
de s'accorder les bonnes volontés de l'aristocratie et il est dépendant en fait de cette aristocratie qui tient encore le pouvoir et qui n'est pas forcément non plus complètement ennemi du roi d'Angleterre. Ils peuvent encore une fois se retourner, rien n'est exclu. Et donc il y a cette méfiance-là en fait, du roi de France vis-à-vis des Angevins. En fait, la situation de l'Anjou entre 1199 et 1246, c'est que ça n'est pas intégré complètement au domaine royal, ça reste un comté qui a son administration, qui a son sénéchal à la tête. Donc Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un sénéchal ? Un sénéchal, en fait, c'est un officier qui peut avoir plusieurs, en fonction de l'usage, plusieurs sens différents. Mais c'est pas un officier militaire, c'est pas officier comme on l'entend aujourd'hui. Alors, c'est pas un officier militaire, ou en tout cas pas seulement militaire, sa charge est en partie militaire, mais là, c'est le principal agent du comte qui a des fonctions de justice, militaire, financière, etc., et qui a eu un pouvoir qui a grossi au cours du XIIe et du XIIIe siècle, à tel point qu'il a été qualifié quasiment de vicomte. En fait, c'est un comte sans en avoir le titre. Et Guillaume des Roches, donc notamment le sénéchal qui a fait les trahisons multiples, a réussi constamment à négocier le fait que sa sénéchaussée, son office, soit héréditaire. C'est comme le Gondor, en fait, l'Anjou, quoi. C'est très ressemblant en fait à cette idée-là de l'autorité officielle qui est absente et le suppléant qui prend un pouvoir majeur. Tolkien s'est inspiré de l'Anjou quoi pour créer Peut-être. le Gondor. Donc on a ce sénéchal qui gère un petit peu le comté. Et est-ce qu'on a déjà, en fait, au sein du comté, qu'est-ce qu'on a comme force économique, comme source de richesse ? Alors l'Anjou, c'est pas forcément un territoire extrêmement riche. Ah. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait c'est un territoire très autonome parce que contrairement à la Normandie, il y a moins d'argent à tirer d'une imposition excessive. Mais c'est un territoire donc, qui exporte notamment beaucoup de vin vers l'Angleterre, ce qui pose problème, notamment après la conquête du roi de France. C'est un territoire qui est donc axé sur le cours de la Loire et donc et des rivières, donc la Sarthe, la Mayenne et le Loire, et en fait qui est très concentré sur ce cours de la Loire, un petit peu moins dans le nord de l'Anjou, et puis tout au nord, donc dans ce qui était le comté du Maine, on a des grosses seigneuries, donc des grands seigneurs qui sont en fait les principaux seigneurs du comté d'Anjou. Et quand je vais parler de seigneurs angevins, en grande partie, c'est ces grands seigneurs du Maine qui ont fait des terres dans tout le territoire. Donc dans ta thèse, Thibaut, tu travailles sur donc beaucoup de personnes différentes, tu l'as dit, mais pour cet épisode, parce qu'on ne pouvait pas parler de l'Anjou au XIIIe siècle, ça aurait été vraiment un épisode de à peu près 10h30, quoi. Donc on a choisi de s'attarder sur quelques personnes qui ont pu exercer du pouvoir en Anjou, et donc les veuves, parce que, alors explique-nous déjà un petit peu du point de vue général, Thibaut, avant d'être veuve, quel pouvoir peut exercer une femme à cette époque dans ce contexte ? Bon, déjà, tout dépend du rang social, évidemment. Donc, en fait, le problème central ici, c'est que les sources sont très peu nombreuses sur les femmes. Oh, c'est trop facile de dire ça, voyons. Mais justement, pas toutes. Ah. Mais ça pose aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'on a les reines qui sont très bien étudiées, pas forcément bien connues parce que les sources sont trompeuses et orientées, mais on a une surreprésentation des reines. Et pour le cadre que je travaille, l'aristocratie et cette échelle sociale est bien moins connue. Alors on a des travaux, notamment d'Amy Livingstone sur la noblesse du Val-de-Loire, qui a bien retracé ça. En tout cas, on est dans une période un peu de tournant au cours du XIIIe siècle, de restriction notamment de la place des femmes par rapport au pouvoir au long du XIIIe siècle, puisque au cours des XIe, XIIe siècles, dans le cadre notamment du système féodal, en tout cas du système des seigneuries, une grande partie du pouvoir est quand même de nature, disons, sinon privée au moins domestique, donc les femmes peuvent hériter de seigneuries en tant qu'héritières, et donc de toutes les fonctions qui sont attenantes. Elles gèrent les seigneuries, elles peuvent gérer les seigneuries de leur mari en absence, elles peuvent mener des campagnes militaires, elles peuvent avoir un rôle militaire, on sait qu'elles ont en partie au moins une forme d'éducation militaire de base, parce que ça fait partie de ces fonctions-là. Et à partir du XIIIe siècle, en fait, on a une pensée intellectuelle qui vient notamment du développement de l'université et du droit romain, qui va de plus en plus penser l'exclusion des femmes des cercles de pouvoir. Et par exemple, au tout début du XIVe siècle, on a cette fameuse loi salique. Oui, bon alors, je renvoie vers l'épisode que j'avais fait avec Magali Coumer sur la loi salique. C'est effectivement assez compliqué. On sort ça du chapeau de « Ah, alors regardez, non, les femmes peuvent pas avoir de pouvoir. » Mais oui, ça n'a pas trop de fond de vent à la base. Voilà, c'est que s'ils sortent ça du chapeau, c'est qu'avant, c'était loin d'être évident.
Et par exemple, en Angleterre, j'avais évoqué donc Mathilde, la femme de Geoffroy V, elle mène une guerre pour conquérir la couronne anglaise, alors qu'elle n'arrive pas à obtenir elle-même, mais en fait pour son fils en tout cas, elle peut revendiquer, et elle a des soutiens pour revendiquer la couronne d'Angleterre. Oui, mais déjà en Angleterre, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de pouvoir qui est accordé aux femmes qu'en France, ou est-ce que c'est anachronique de dire ça? Parce qu'on a vu qu'après, il y a des reines d'Angleterre où là en France, on n'en a pas eu. Alors effectivement, il semble qu'en France, il y a eu une exclusion qui ne s'est pas faite en Angleterre. Et avant ça, en fait, les rois capétiens n'ont jamais eu à se poser la question de donner le pouvoir à une femme, puisqu'ils ont eu en fait, une chaîne d'héritage qui se sont plutôt bien passés. Ils ont eu de la chance, on peut dire, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Donc en fait, c'est difficile de dire que les femmes n'auraient pas pu hériter de la couronne. Au moins au début du XIIIe siècle, Blanche de Castille, donc la mère de Louis IX, exerce la régence. On connaît des oppositions, mais elle peut le faire et elle le fait même avec un certain succès. Donc là, on n'a pas donc des femmes à cette époque-là dans le cadre de l'aristocratie. Elles peuvent avoir un certain pouvoir quand même, donc tu as dit. Mais au XIIIe siècle, il y a quelques changements. Mais qu'est-ce que le veuvage, parce que c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui aussi, qu'est-ce que le veuvage change à la situation de ces femmes? Alors, je vais commencer par le point de vue de l'historien, c'est que du point de vue des sources, elles deviennent visibles. C'est en fait l'écrasante majorité des sources qu'on peut avoir sur les femmes de l'aristocratie, c'est souvent parce qu'elles sont veuves. Tout simplement parce que le veuvage, ça donne une autonomie juridique. Et donc, elles peuvent signer des documents, apparaître dans des documents. Oui, elles signent en leur nom même, voilà, en tant que dirigeante, en tant que femme de pouvoir. Voilà. Elles ne sont plus sous la tutelle d'un père ou d'un époux. Alors, c'est pas une situation absolue, c'est-à-dire qu'on a des femmes mariées qui apparaissent dans les sources, etc. Mais c'est quand même ce qui... Plus rarement. Voilà, c'est rare et c'est souvent des situations aussi assez exceptionnelles. Et donc, elles ont une autonomie juridique, ça veut dire qu'elles gèrent leur domaine en leur nom, elles peuvent gérer la tutelle des enfants mineurs. Si elles sont elles-mêmes héritières, ce n'est plus leur époux qui gère leur domaine. Et ça dépend aussi des situations. Mais en Anjou, par exemple, c'est assez clair que quand elles sont mariées, l'époux gère les domaines. Quand elles sont veuves, on les laisse tranquilles. Et en tout cas, en fait, pour les femmes, veuve, c'est vraiment un statut que ne connaissent pas les hommes. Un homme, sa femme meurt, il se remarie et de toute façon, il est déjà autonome. Là, le cas du remariage se pose pas trop pour les veuves? Alors, il y a un rapport de force, c'est-à-dire que l'Église a tendance à vouloir empêcher les remariages comme d'habitude des veuves. Ouais. Alors, pour le coup, c'est plutôt pour leur défense. Ah oui. Parce que sinon, les rois, l'aristocratie, notamment la coutume donne beaucoup aux rois en France et en Angleterre la possibilité de disposer des veuves, en fait, voilà, presque comme cadeau. Mais voyons. À marier, en fait. Ça se fait pas forcément de manière très fréquente, parce que d'autant plus quand elles ont des enfants et déjà des héritiers. Mais effectivement, les familles de ces veuves, les souverains, ont tendance à vouloir les marier. L'Église a tendance à vouloir restreindre le mariage des veuves. Et elles peuvent aussi, à partir de leur veuvage, vivre et subsister grâce au douaire. C'est quoi le douaire? Le douaire, c'est la part, en fait, des domaine de l'époux au moment du mariage qu'il promet à sa femme s'il meurt avant elle. Alors, elle n'est pas propriétaire de ces domaines-là, en fait, elle en a l'usufruit, donc l'usage jusqu'à ce qu'elle meure. C'est les héritiers qui sont les propriétaires. Ça pose des problèmes parce que ça prive des héritiers de domaines dont ils aimeraient bien disposer tout de suite. Mais ça permet une subsistance si elles arrivent à l'obtenir. Ça veut dire qu'elles peuvent gérer elles-mêmes ces domaines en leur nom et en fait récupérer l'argent pour elles? Voilà, c'est ça. C'est pensé comme un moyen de subsistance et elles le gèrent elles-mêmes. Elles ont une autorité seigneuriale sur ces domaines quand c'est des seigneuries, des terres. Donc là, on a vu un petit peu le côté théorique. Alors raconte-nous, est-ce que tu as des exemples de veuves que tu voudrais nous raconter? Pour commencer, disons peut-être la veuve la plus célèbre, si c'est possible de le dire, ce serait donc Bérengère de Navarre. Bérengère de Navarre, c'est une princesse navarraise, donc du royaume de Navarre dans le Pays Basque, qui serait née vers 1160 et qui épouse en 1191 Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, et donc le comte d'Anjou, au cours d'une croisade. Donc c'est tout un périple, rien que pour essayer de se marier avec, elle se marie à Chypre. Mais le voyage de noces devait être sympa. Ouais, alors, c'est une croisade, donc oui, et il y a des naufrages. Oh, un détail. Mais elle se marie à Chypre, alors fréquente très peu son mari qui est tout le temps en guerre. Et en fait, à la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, en fait, ils n'ont pas d'enfants. Et ça pose un énorme problème pour elle en tant que veuve,
puisque ça veut dire qu'elle n'a plus de lien avec la famille de son époux, elle n'a pas d'héritier qui justifierait une mainmise sur la couronne, et en plus, la belle-mère, Aliénor d'Aquitaine, n'est pas encore morte, donc elle occupe encore le douaire des reines d'Angleterre, et comme il y a un nouveau roi, il y a une troisième reine qui a besoin d'un douaire. Donc ça fait beaucoup de reines d'Angleterre en fait. Ça fait beaucoup de reines d'Angleterre. Et donc elle doit batailler pendant plusieurs années, en plus dans un contexte où la moitié des terres de son douaire, c'est le roi de France qui les récupère. Donc elle doit négocier avec le roi de France, elle doit négocier avec le roi d'Angleterre pour essayer de récupérer des revenus. Elle finit en fait par, et c'est là que l'enjeu reviendra, c'est qu'elle négocie avec le roi de France en échange de toutes les seigneuries dont elle était censée hériter, la possession et la seigneurie sur le Mans, et ce qu'on appelle la quinte. Donc en fait, c'est les quelques communes autour du Mans qu'on lui accorde en réparation de ce qu'elle a perdu. Et donc, elle devient donc dame du Mans. Alors, elle s'intitule reine au Mans, parce qu'elle est encore reine techniquement, mais elle devient dame du Mans. Donc, elle a une seigneurie sur le Mans, elle a des agents, elle a un sénéchal elle-même au Mans, etc. Donc, elle a réussi. Jusqu'à un certain point, c'est ça ? Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, elle se contente du Mans. Alors, elle doit continuer à batailler pour avoir des revenus de la cour d'Angleterre, parce que... Ça lui suffit pas, en fait Ça lui suffit pas, c'est aussi parce que c'est l'idée que ça lui est dû en tant que reine. Mais au Mans, elle continue en fait à faire face à un certain nombre de conflits, parce que au Mans, on a donc les chanoines de la cathédrale, donc ceux qui desservent la cathédrale pour le service de l'évêque. Les religieux, oui. Voilà, les religieux, qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches, et qui s'étaient habitués à ce que le seigneur du Mans, c'est le comte d'Anjou, il est loin, il est en Angleterre, etc. Et qui voit arriver une autorité qui revendique le commandement. Et donc, ils vont... Est-ce qu'on peut être un peu familier ? Ils vont la faire chier. Tu peux le dire. Hein. Ils vont la faire chier. Ah c'est des chanoines en même temps, c'est ce qu'ils font en général. Par exemple, en 1217, un des baillis de Bérengère... Donc un bailli, c'est comme un... C'est l'agent de perception de... Ici, voilà. Donc on a vu le sénéchal tout à l'heure, là c'est un bailli, c'est un autre type d'officier ? Voilà, il est sous le sénéchal. Enfin, dans ce cadre-là, en tout cas, il dépend du sénéchal. Et donc, il perçoit 5 deniers de trop. Donc 5 deniers, c'est rien du tout, c'est un kebab. Mais... là où il n'avait pas dû, sur les terres des chanoines. Donc les chanoines décident de lancer l'interdit sur la ville du Mans. Donc l'interdit, c'est grave l'interdit, c'est grave. Ça c'est pendant quasiment 6 mois. On n'a plus aucun office religieux. Au Mans, on a des témoignages qui disent on était obligé de disposer cercueil au pied des arbres parce qu'aucun enterrement oui, donc n'était accepté. Plus de baptême, plus de mariage, plus... Oh là là, oui, donc c'est une grève très sérieuse. C'est une grève très très sérieuse. Et alors, il finit par y avoir un accord parce qu'elle demande le soutien du pape et qu'on a une modération. Elle doit quand même verser les 5 deniers de dédommagement. Tout ça pour 5 deniers, elle fait appel au pape pour négocier. Non mais il a autre chose à faire le pape, non quand même. En fait, elle fait beaucoup appel au pape parce que le pape a aussi un intérêt à défendre les reines et les veuves contre les rois. C'est dans cette idée de conflit et de défendre son droit de reconnaissance des veuves contre les seigneurs abusifs. Et ici, contre les abus aussi du clergé local. Ça permet aussi, le pape de bien se placer comme interlocuteur important dans ce genre de cas. Voilà, c'est ça. En fait, elle va beaucoup faire appel au pape pour toutes ces affaires en fait de douaire. C'est vrai qu'il va faire pression. J'imagine le pape à chaque fois. Oh non, pas encore elle. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Non, mais oui. Mais donc là où on voit qu'elle se défend et tout, mais ça finit pas bien ? Alors ça finit pas bien, ça finit par... Elle doit concéder le droit, c'est surtout ça, plus que les 5 deniers, elle doit concéder le fait que les chanoines étaient dans leur bon droit et c'est des taxes qu'elle ne pourra pas recevoir sur la ville. Donc elle est quand même restée plus de 24 heures au Mans ? Elle est restée plus de 24 heures au Mans. Mais ils vont pas se calmer. Ah. Ils vont pas se calmer. C'est des chanoines, ils sont vénères. Ils sont vénères. En 1222, là pour aucune raison particulière, en fait, on a une grande procession. Ils passent dans la ville comme ça. Ils passent dans la ville et puis à un moment où il faut rentrer dans la cathédrale. Et donc toute la ville y participe. Et puis au moment où c'est Bérengère et ses chanoines à elle, on ferme la porte de la cathédrale. Oh là là, oh le drama. Vraiment, ça déclenche une bagarre, ça en vient aux mains. Moi, j'imagine les bagarres entre chanoines, en fait. Et donc, voilà, jusqu'à la fin, ils ont continué, en fait, à avoir... Ce conflit, c'est des conflits de juridiction et de droit très locaux, mais qui, en fait, sont très symboliques. Oui, c'est pas juste 5 deniers, c'est très symbolique, voilà, tout ça, oui. C'est ça. Donc elle, ça se finira bien pour elle ou pas ? Ça se finira... Alors, elle meurt quelques années plus tard, en 1230. Alors, elle
continue à avoir quelques problèmes, mais en fait, parce que c'est aussi comme ça que se déroule la gestion d'un espace qu'elle domine, c'est-à-dire qu'il faut négocier des droits, etc. Elle finit par fonder une abbaye au Mans, donc l'abbaye de l'Épau, en fait, juste à côté du Mans, à Ivray-l'Évêque. Elle existe encore aujourd'hui ? Elle existe encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on y trouve en fait un gisant de Bérengère de Navarre. Donc c'est une statue qui la représente allongée, qui est censée être par-dessus son tombeau normalement. Voilà, c'est ça. Un gisant qui apparemment en fait aurait été en fait fabriqué en Île-de-France parce que elle s'est mise sous la protection de notamment le roi de France et Blanche de Castille, qui est une cousine éloignée. Oui, bah oui, avec la Castille et Navarre. Bon, là on a quand même une princesse. Est-ce que tu as d'autres types de veuves comme ça ? Alors, une autre veuve qui a un statut très particulier, c'est Jeanne des Roches. Donc Jeanne des Roches, c'est la fille aînée du sénéchal d'Anjou Guillaume des Roches, le traître ultime. Ultime, carrément. Et de Marguerite de Sablé, qui en fait est une très grande héritière du comté d'Anjou. En fait, Guillaume des Roches lui-même a une origine très modeste. Et c'est par son mariage avec Marguerite de Sablé, toujours dans cette disposition où le roi donne des héritières à marier. Et là, il voulait récompenser l'héritier. Il voulait récompenser le sénéchal ? Il voulait récompenser donc le futur sénéchal à l'époque, mais bon, bref. Le futur sénéchal, et c'est notamment grâce à ce mariage-là qu'il a ce statut qui lui permet d'être sénéchal d'Anjou et d'avoir vraiment la main mise sur le comté. En fait, théoriquement... Elle est l'héritière de cet office, puisque Guillaume des Roches avait négocié le fait que l'office soit héréditaire. En pratique, c'est d'abord son mari, Amaury de Cran, qui hérite de l'office, de 1222 à 1226. Et à ce moment-là, si vous voulez, Jeanne des Roches n'apparaît quasiment pas dans les sources, à part aux côtés de son mari quelquefois, ou dans des donations. Et puis en 1226, Amaury de Cran meurt, et leur fils, l'héritier en fait, est mineur. Et donc Jeanne des Roches va s'approprier le titre de sénéchal à titre héréditaire, en disant bien que ce n'est pas en tant que tutrice de l'enfant, mais en tant que fille de Guillaume des Roches qu'elle se l'approprie, et c'est accepté par le roi de France, qui a priori, en fait, c'est dans son droit. Et là où le sujet est intéressant, c'est que en fait, on ne sait pas trop quel pouvoir elle a, puisque ça arrive aussi dans une phase où le roi de France va de plus en plus vouloir avoir une mainmise sur l'administration locale, donc va envoyer ses agents, ses baillis à lui. Et les baillis, théoriquement, obéissent à la sénéchale, mais en pratique, en fait, on ne sait pas trop qui commande en réalité. On a des indices assez maigres qui nous montrent que, quand même, elle a une certaine autorité, ils rendent la justice en son nom. C'est quand même intéressant, moi, je trouve, d'avoir un exemple. Ouais, on a de femmes sénéchales. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup au Moyen-Âge, des exemples comme ça. Non, un office de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est un office public, et c'est un peu différent d'une seigneurie. Parce que, alors sans faire d'anachronisme... Une sorte de fonctionnaire en quelque sorte. Voilà, c'est une fonction publique et qui ne rentre plus dans cette idée de la tradition un peu privée de la seigneurie, qui est un patrimoine qui se transmet, et donc tant pis si c'est une femme qui en hérite. Là, c'est un office public. Le roi aurait pu nommer quelqu'un d'autre sénéchal. Enfin, sauf que le père avait négocié que ce soit héréditaire, donc là, il est un peu coincé. Voilà. Mais en tout cas, dans l'esprit, les offices, on les donne qu'à des hommes. Mais là, non. Là, non. Donc oui, donc on sait qu'elle exerce, mais t'as pas vu beaucoup de traces dans les archives. Il y a peu de traces dans les archives. On sait que les baillis, alors qui ont l'air de venir d'Île-de-France, ils lui rendent des comptes. On ne sait pas à quel point c'est symbolique, mais c'est le cas. Et puis, elle a tout de même une réelle influence. C'est-à-dire qu'elle a des terres, énormément de terres. Elle est notamment épaulée par sa mère qui vit assez longtemps, et donc on a souvent une sorte de binôme en fait. Donc là, on peut imaginer qu'elle a reçu une certaine éducation, qu'elle a été formée pour ça en fait, que ce soit avec son père, que ce soit pour son mari, ensuite, et là, via sa mère, on peut imaginer qu'elle a reçu donc cette éducation, que ce soit du point de vue administratif, monétaire, qu'elle sait gérer tout ça. Oui, c'est évident qu'elle a dû avoir l'éducation pour notamment gérer une seigneurie et gérer la sénéchaussée. On sait qu'elle a une cour de justice. Donc elle rend justice elle-même. Alors elle rend justice, en tout cas pour sa seigneurie. En tant que sénéchal, en tout cas, j'ai pas de traces très claires, mais en tout cas, elle rend justice en tant que grande baronne, et puis pourquoi pas à titre de sénéchal. En fait, c'est assez complémentaire même. Et en fait, militairement, elle a des fonctions, on attend des fonctions militaires du sénéchal. Ici aussi, c'est très difficile de savoir ce qu'elle a réellement fait. On a des campagnes militaires qui sont menées. Elle n'est pas du tout apparente, mais c'est aussi difficile de savoir, dans ce cadre-là, qui a servi à sa place, par exemple. Est-ce qu'on a eu des agents qui, en son nom, ont mené une campagne, mais c'est toujours son autorité qui prévaut, etc. Voilà, c'est des considérations un peu complexes et qui peuvent être un peu creuses aussi, parce que ça pose aussi la limite de à quel point les agents sont autonomes, dépendent du roi ou du sénéchal, de l'élite locale, etc. Bon, donc, on a une princesse, on a une sénéchale. Est-ce que tu aurais un troisième exemple de veuve d'Anjou à nous présenter ?
Alors, j'en ai une qui peut être intéressante sur un autre point de vue, c'est Ermengarde de Beaumont. Attends, redis-nous ça. Ermengarde de Beaumont, Donc si les gens, vous cherchez un prénom, Ermengarde, voilà, on a ce joli prénom. qui est un peu particulière parce que elle quitte l'Anjou à 12 ans. Elle quitte l'Anjou à 12 ans. Oui, c'est la loi des mariages. En fait, elle est née alors vers 1175, alors 12 ans ou une douzaine d'années. Elle est issue d'une famille assez importante du Maine, la famille de Beaumont, qui est apparentée au roi d'Angleterre. Donc ils ont des cousins prestigieux. Et en fait, elle est mariée en 1186 au roi d'Écosse, Guillaume le Lion. Oh la classe. Alors il a une quarantaine d'années. Ah, C'est pas. Mais l'écart d'âge fait aussi que, alors assez vite en fait, il est malade et elle prend des fonctions un peu plus importantes. On sait qu'elle se distingue un petit peu par son rôle diplomatique. donc à elle la est fin. adolescente et elle arrive à gérer tout ce côté-là. Voilà. Et ensuite, à la mort de son époux, elle est veuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à reconstituer ou entretenir un réseau familial assez étendu Depuis l'Écosse ? depuis l'Écosse entre l'Angleterre, puisqu'elle a une sœur qui s'était mariée en Angleterre et elle a des neveux et nièces anglais dont on sait qu'en fait ils se rendent à sa cour, voire une de ses nièces qu'elle place en fait à sa cour dans un comté écossais. Et puis on sait qu'il y a des contacts entre la cour d'Écosse et sa famille au Maine, tout simplement parce que après sa mort en 1234, une de ses nièces qu'elle avait placée au tiers de sa cour rentre dans le Maine et en fait voilà, ils fondent une chartreuse pour s'y retirer. Mais en fait elle est au cœur d'un réseau assez étendu entre l'Écosse, l'Angleterre et l'Anjou, où en fait on a des circulations et finalement en fait tout le monde finit par retourner en Anjou. Mais là, pourquoi est-ce que tu dis elle n'est pas trop éloignée ? Elle n'est pas trop éloignée parce qu'elle rentre en fait dans mon sujet qui serait le réseau de la famille de Beaumont et donc elle y est intégrée. Et j'intègre aussi en fait beaucoup tout un pan des exilés en Angleterre, des Angevins qui ont suivi le roi d'Angleterre en Angleterre, ceux qui ont perdu leur terre en Angleterre. Et elle rentre en fait dans cette constitution de grands réseaux larges où il faut essayer de se positionner, de trouver des terres, des revenus et finalement avoir une sœur, une nièce, une cousine reine d'Écosse. On voit que ça rentre dans ces réseaux entre l'Angleterre et la France où on n'a pas forcément d'opportunité pour avoir des terres en Angleterre. On va rentrer à la cour du roi d'Écosse, puis on va aller s'installer en France parce que la famille du côté angevin a des domaines. Donc là, pour l'Anjou, pour les veuves, tu as surtout étudié donc l'aristocratie. Est-ce que tu as eu peut-être des cas de personnes un peu plus locales ? Alors, on a des veuves. Alors, j'ai par exemple un cas dans une source très particulière, c'est donc une enquête. En fait, Louis IX lance des grandes enquêtes en 1246 pour faire le point sur les contestations de son pouvoir, en gros, et en tout cas les réclamations vis-à-vis de ses agents. Quoi ? C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui dirigeait la France écoutait son peuple ? Waouh, c'est fou ça, en fait. Ça fait partie de tout un programme, et notamment d'un programme en partie de préparation pour aller à la croisade, mais pas seulement, en fait. C'est un programme de réparation, notamment lié à toute une période de conquête, d'exaction, de guerre, où on ne sait pas non plus qui a quel droit, etc. D'accord, donc là il fait un peu le point avec l'enquête. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a quelques femmes dans cette enquête-là, et notamment une veuve. Et c'est un peu cette veuve-là qui évoque la seule mention de Jeanne des Roches, puisque c'est une veuve qui se plaint que le bailli du roi a profité de la mort de Jeanne des Roches pour en fait déclarer Jeanne des Roches, c'est la sénéchale. La sénéchale, ouais. Pour déclarer que en fait Jeanne des Roches avait ordonné de l'arrêter et lui a saisi des biens, etc. Et là, on voit en fait l'influence que pouvait avoir Jeanne des Roches en creux, l'idée que le bailli profite de sa mort pour un peu usurper des droits et puis extorquer des fonds à une veuve. Et en creux, alors ici, c'est pas forcément explicite, mais il y a cette vulnérabilité des veuves qui transparaît ici aussi, et notamment la protection que pouvait avoir alors Jeanne des Roches, qui était pas seulement pour, dans ce cadre-là, la sénéchale, mais en fait en tant que dame de cran, donc la seigneurie de son mari, avait une protection sur ses vassaux, les gens qui habitaient dans cette seigneurie. Mais voilà, on a une veuve d'un rang beaucoup plus bas, alors je sais pas exactement, c'est difficile dans ces enquêtes de savoir à quel point on est sur potentiellement de la petite noblesse ou de la paysannerie assez riche, c'est compliqué, mais en tout cas, on a ces expressions de veuve et on voit leur vulnérabilité aussi en fait face aux exactions. Alors là, tu nous as parlé de beaucoup de personnes et aussi de différents types d'archives. Et je veux bien que tu nous racontes un petit peu, donc à part une enquête comme tu viens de le signaler, mais quelles sont les archives sur lesquelles tu travailles pour ta thèse ? Alors, j'ai plusieurs types de sources. Là où j'ai une masse importante et j'ai un peu une chance sur ma période, c'est
les archives de la couronne d'Angleterre, puisque à partir de 1199 notamment, on a un essor, une explosion en fait de la production documentaire des rois d'Angleterre. Mais pas que en Angleterre, en fait, c'est un peu un mouvement général dans toute l'Europe de l'Ouest à ce moment-là, la production de l'écrit au XIIe, XIIIe siècle. Oui, alors c'est un mouvement général, c'est pour ma période précisément. L'Angleterre a une avance très particulière dans la production de registres et en fait d'enregistrements systématiques de toutes les lettres qui peuvent sortir de la chancellerie. On n'a aucun équivalent en France à cette période-là. On constitue quelques registres, mais beaucoup plus simples, c'est des registres d'usage. En Angleterre, il faut bien imaginer que c'est des rouleaux qui, quotidiennement ou quasi quotidiennement, enregistrent tout ce qui est sorti de l'administration. Tous les actes qui sont faits. Voilà, tous les actes qui sont faits sont recopiés dans un registre. Et donc c'est une source très riche, qui n'a pas d'équivalent en France. Le roi d'Angleterre enregistre tout. Les Capétiens commencent à constituer des registres qui sont sélectifs et qui n'ont pas un usage systématique parce que en fait, l'intérêt des registres, c'est pouvoir les utiliser. Mais donc, on a moins de masse documentaire du côté de la France. Et localement, ce dont je veux surtout me servir, c'est les sources ecclésiastiques, les abbayes qui ont conservé des chartes. Et en fait, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de copies qui se sont faites au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui permettent d'avoir une certaine masse de ce qui a pu se produire dans les abbayes locales au XIIIe siècle. Donc les rouleaux que tu consultes, déjà je trouve ça intéressant que ça a été bien conservé jusqu'à nos jours parce que même s'ils produisaient beaucoup à l'époque, je crois que j'avais vu un article là-dessus où il y a une étude sur comme quoi... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était une énorme proportion de la documentation et des archives du Moyen-Âge qui n'ont pas été conservées. En fait, je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, vraiment un chiffre énorme. Mais donc, c'est intéressant que voir ces archives donc anglaises sont conservées. Et tu as pu les consulter comment, où ? Alors, effectivement, on a une explosion de la quantité de données parce qu'on a aussi une amélioration de la conservation et les rois ont plus intérêt à conserver dans leurs archives dans des lieux fixes et fermés et pas de se promener avec, quitte à les perdre à chaque défaite militaire. Oui, il y a eu des cas comme ça de perte d'archives, donc voilà. Là les rois se sont dit on va peut-être les mettre en lieu sûr. Pour l'instant, ces archives-là, j'ai eu la chance d'en consulter en partie, tout simplement parce qu'elles sont connues depuis très longtemps et publiées en grande partie. Donc éditées, retranscrites et tout ça. Il y a eu un travail titanesque qui a été fait parce que c'est des copies de rouleaux de 14 mètres de long. 14 c'est un chiffre comme ça. Mais non, mais il faut une grande table en archives. Il faut une grande table. Mais en tout cas, voilà, ces rouleaux-là sont très bien connus, pour un certain nombre aussi même numérisés. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé voir en Angleterre les rouleaux eux-mêmes, mais ensuite, c'est les collections d'archives départementales que j'ai été beaucoup fréquenter au Mans, à Angers par exemple, parce qu'ils conservent des fonds très riches de certaines grandes abbayes. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et quelles sont les méthodes et peut-être les façons de travailler que tu utilises pour ces archives ? Donne-nous un petit peu un aperçu de comment tu travailles. Donc, tu arrives devant une source. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce que tu cherches ? Moi, mon point de départ, en général, c'est ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire l'identification d'un groupe social et la recherche d'informations sur le groupe social, sur les membres de ce groupe, les situer, les mettre en relation. Donc, tu fais de l'étude de réseau ? Oui, c'est fondamentalement ça. Je renvoie vers un épisode que j'avais fait, mais il y a fort longtemps. Mais alors, je sais même plus, c'était avec Ilan, qu'on entend parfois dans Superjoute Royale. On a fait un épisode sur les réseaux carolingiens. Enfin, c'était il y a fort longtemps, mais on parlait déjà de ce principe, en fait, de réunir, dis-moi si je me trompe, mais en fait, tu réunis plein d'informations sur plein de personnes. Tu fais un petit peu des fiches pour chaque personne pour après les mettre en réseau, les mettre en lien et voir quelles sont les dynamiques entre toutes ces personnes. Voilà, c'est globalement ça. C'est-à-dire qu'on a un peu deux phases, l'identification des personnes, ce qui est un travail extrêmement difficile en soi. Et en fait, face à une archive, souvent, le principal souci, c'est de voir un nom et donc la preuve qu'il était vivant à cette époque-là. Et si j'ai de la chance, j'ai des liens familiaux, j'ai des connexions qui apparaissent. Mais voilà, souvent, c'est même tout simplement savoir identifier, situer chronologiquement, géographiquement des personnes. Et ensuite, les mettre en relation. C'est essayer de retrouver un peu systématiquement. Alors, quels sont leurs liens familiaux, les alliances matrimoniales, et puis les réseaux politiques, les réseaux même de proximité, qui ça peut être des réseaux d'amitié politique, etc., pour essayer de voir un petit peu des grandes tendances. Et si, par exemple, en fait, la question que je me suis posée assez vite, c'est est-ce qu'on a un camp des partisans du roi de France et un camp des partisans du roi d'Angleterre ou qui ont les mêmes réseaux, etc. En fait, en grande partie, on a une vraie interconnexion où finalement beaucoup d'acteurs ont un peu des billes dans chaque camp et ont des parents qui sont d'un côté ou de l'autre ou qui sont un peu flous. Et en fait, c'est un ensemble assez fluide. Et donc, c'est ça face à la source. L'enjeu, ça va être, alors ça dépend du type de source, mais de comprendre les rapports de force aussi, les rapports de pouvoir qu'il y a
quelle autorité, de quelle nature, sur quel espace, comment il se positionne vis-à-vis de la situation politique et puis globalement des hiérarchies locales aussi. Oui, donc ça te fait pas mal de choses. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta recherche? Donc, à part, j'imagine, la masse documentaire, est-ce que tu as des difficultés particulières? Alors, les premières difficultés, c'est au-delà de la masse documentaire, il y a aussi la variété documentaire, c'est-à-dire que traiter des sources de différentes natures, ça rend l'analyse assez compliquée, c'est-à-dire qu'entre les rouleaux de la chancellerie anglaise et des chartes d'abbaye, on ne va pas forcément avoir les mêmes informations et on ne va pas pouvoir les traiter de la même manière. Parce qu'en plus, alors, est-ce qu'il y a la question de la langue aussi qui se pose? Alors, la langue reste très majoritairement du latin. J'ai du français pour... il y a quelques poètes qui font de la poésie en français, mais sinon... Tu étudies des poètes? Oui, parce qu'une partie des seigneurs angevins sont aussi connus pour produire de la poésie. Par exemple, Hugues de la Ferté, qui s'est distingué pour faire des poèmes extrêmement misogynes vis-à-vis de Blanche de Castille. J'étais en train de me dire, oui, on pourrait mettre un extrait des poèmes. Bon, finalement, non. Peut-être pas Hugues de la Ferté. Et en fait, on a une difficulté première, c'est tout simplement d'identifier les acteurs, c'est-à-dire qui est cette personne, savoir un peu les situer dans le temps, on va être à peu près sûr de quand est-ce qu'il meurt. Quand on a des familles qui s'appellent tous Guy de Laval, quand est-ce qu'on passe du 7 au 8, des choses comme ça, c'est assez compliqué. Et en fait, c'est des éléments assez primordiaux avant même de commencer à interpréter les choses. Et puis, il y a aussi la variété des sources qui fait que je cherche des individus qui peuvent être des électrons libres et qui, des fois, apparaissent de manière assez contradictoire. Par exemple, j'ai justement un des poètes qui s'appelle Thibaut de Blaison, que je connaissais comme étant un seigneur angevin classique, plutôt proche du roi de France. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait participé à une grande bataille, en fait, la bataille de Las Navas de Tolosa, une bataille en Espagne. Oui, du coup, oui. Et on a de nombreuses chroniques qui nous disent que oui, c'est le seul étranger qui est resté... Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Eh bien, apparemment, il est espagnol. Enfin, plusieurs sources nous disent qu'il est né en Espagne ou qu'il serait d'origine espagnole. Qu'est-ce qu'il faisait en Anjou? Voilà, et c'est la question. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'il est arrivé en Anjou. C'est le centre du monde, l'Anjou, là. Ouais, entre l'Écosse, entre l'Espagne, c'est le centre du monde. Ça circule énormément, c'est ce qui est intéressant. Et de la même manière, on a des acteurs où on se rend compte que c'est un seigneur angevin normal, et puis qu'on retrouve aussi en Angleterre, à peu près au même moment. Et là, déjà, c'est un peu plus logique, déjà, que l'Espagne. Enfin, qui sont en Angleterre, vu les liens avec l'Anjou, oui. C'est un peu plus logique. C'est logique, jusqu'au point où ils sont quand même censés prendre parti. Et on a quand même un peu l'impression qu'il y en a qui jouent sur les deux tableaux, qui se promènent un petit peu. C'est difficile de comprendre ce qu'ils font, en fait, parce que des fois, ils sont bannis d'Angleterre et on retrouve en France, et puis ils retournent en Angleterre. Et... Donc tu me dis qu'il faut que je me méfie des Angevins, parce qu'on ne sait jamais dans quel camp ils sont, c'est ça? C'est un peu ça. Et alors, en ce moment, sur quoi tu travailles? Parce que tu es en thèse depuis 2020, donc ça fait à peu près 3 ans au moment où on enregistre ce podcast. Là, tu en es à quel moment? Là, je suis au moment où je commence à préparer un peu sérieusement la rédaction, c'est-à-dire je mets en place de manière un peu plus rigoureuse le plan, ma progression. Donc je réfléchis à ça. Alors je continue à dépouiller les archives, mais là je rentre aussi dans une phase où je relis mes archives, toutes les photos que j'ai pu prendre. Tu relis tes notes et tout ça? Je relis mes notes pour essayer aussi de commencer à pouvoir synthétiser, parce que on va avoir tendance à facilement accumuler des lectures, prendre des cas de figure des individus, et puis il faut essayer de construire au bout d'un moment le cas général, la réflexion globale, pour essayer de dire quelque chose quand même, et pas juste faire une énumération d'histoires d'angevin rigolo. Oui, parce qu'en fait, en soi, ton sujet, tu pourrais continuer pendant des années à accumuler, rétablir toute l'aristocratie angevine dans tous les détails. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais pu avoir en tête au début. En fait, on te voit dans 50 ans, tu continues à faire ça. Ça, je sais pas, mais il y a cette idée-là. Au début, forcément, on est très ambitieux et on va essayer de faire tout un tableau de ce qu'est la société angevine et de l'aristocratie angevine. Et puis, on va de plus en plus délimiter à des cas pertinents et aux cas intéressants aussi, parce que alors, c'est intéressant méthodologiquement et puis c'est aussi des cas intéressants pour moi à travailler. C'est plus intéressant d'avoir ces électrons libres qu'on ne sait pas trop situer que de ceux qui rentrent vraiment dans les cadres. Bon alors justement, puisque tu ne peux pas tous les étudier, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils de sujets éventuellement qui mériteraient d'être plus étudiés et qui touchent à l'Anjou? Donc voilà, des conseils de sujets pour peut-être des futurs étudiants en master ou en thèse. Alors globalement, l'Anjou c'est un espace qui est relativement mal travaillé pour cette période-là. Donc, l'Anjou sous la période des Plantagenets, donc sous la domination des rois d'Angleterre, est en tant que tel
relativement mal étudié, en tout cas comparativement à ce qui a pu se faire sur toutes les autres régions alentours. Donc ça peut être une piste importante. Et même le comté d'Anjou aussi, après 1246, donc après l'apanage, parce qu'en fait, il se retrouve noyé dans un autre empire, puisque Charles d'Anjou finit par conquérir la Sicile et donc ça redevient une sorte de marge et ça a été aussi relativement moins étudié sur cette période-là. Et puis globalement, elle est plus proche en fait, notamment d'une histoire sociale grâce aux enquêtes. C'est vrai qu'on a des travaux récents sur les enquêtes, mais en Anjou, il peut y avoir des éléments intéressants sur la vie quotidienne, notamment l'impact de la guerre sur ce territoire, qui a été relativement en paix à la fin du XIIe siècle et qui se retrouve au milieu de guerres endémiques très régulières, très destructrices et voilà, ces questions-là peuvent être étudiées. Donc là, il y aurait de quoi faire vraiment de l'étude sociale auprès des gens avec les enquêtes. Voilà. Les enquêtes permettent de compléter d'autres choses. Par exemple, on a beaucoup de chroniques par exemple, qui se plaignent des désastres de la guerre, mais les enquêtes peuvent faire un contre-pied parce que là, on a des plaintes, mais beaucoup plus concrètes en fait, de gens qui ont perdu, à qui on a extorqué des fonds, des choses comme ça. Donc il y a de quoi faire en Anjou. Oui. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'Anjou et le pouvoir que pouvaient exercer donc les veuves de l'aristocratie et même sur le pouvoir des femmes au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Thibaut Jouy et bonne continuation pour ta thèse, j'espère que ça va bien se passer. On espère aussi, merci Fanny. Donc auditeurs, auditrices, comme d'habitude, vous le savez, il y a un article qui accompagne cet épisode où on vous mettra des références. Thibaut vous mettra de la bibliographie pour en savoir plus, on vous mettra de l'iconographie, vous verrez, ce sera génial. Et tant que vous êtes sur le site, profitez-en pour aller voir les autres épisodes de Passion médiéviste. Alors, est-ce qu'il y a des épisodes en lien avec le sujet du jour que j'ai déjà fait ? Oh, j'ai fait quelques épisodes parfois sur l'aristocratie, on avait fait Gauthier de Nemours, sur comment des personnes elles-mêmes peuvent évoluer. Allez voir tout ça. Et tant que vous êtes sur le site, profitez-en aussi pour aller voir mes autres podcasts Passion Antiquité, donc sur l'Antiquité, et Passion Moderniste sur l'époque moderne. Je tiens bien sûr à remercier encore aujourd'hui donc Gabriel Chatanier-Duval et Joël Lazare et Madame Weber pour l'enregistrement de l'épisode. Donc je le rappelle, on était aujourd'hui avec un public incroyable. Ouais, ils sont calmés par rapport à tout à l'heure. Donc au lycée Louis-le-Grand. Donc si jamais vous voulez vous aussi organiser un enregistrement de Passion médiéviste dans un endroit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez me contacter par plein de moyens différents, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, ou alors si vous voulez faire ça de façon un peu plus classique par mail à passionmédiéviste@gmail.com ou alors par l'espace contact de mon site. D'ailleurs, si vous voulez aussi m'aider, n'hésitez pas à parler de Passion médiéviste autour de vous, parce qu'en fait moi le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne beaucoup pour faire connaître le podcast. Donc parlez-en à votre mère, à vos tantes, à vos collègues, à n'importe qui. Non, là, attends, je connais un podcast sur le Moyen-Âge. Mais oui, si, je te jure, ça existe. Non, je te jure. Donc parlez-en autour de vous, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez m'aider en me soutenant financièrement, en fait, c'est possible parce que maintenant, je travaille sur le podcast à mi-temps grâce au soutien, grâce au mécénat, en quelque sorte, des auditeurs. Donc je vous explique comment faire sur mon site. Donc c'est passionmédiéviste.fr/soutenir. Et ce mois-ci, je tiens à remercier donc Paul, Gloria, Daniel, Margot, Marilyn, Baptiste, Nathalie, Jérôme, Julien et Bobos. Merci encore aux personnes qui me soutiennent parce que voilà, grâce à vous, je peux travailler à mi-temps sur les podcasts, je peux proposer plein de choses et plein d'événements gratuits. Il y en aura sûrement plein au moment où sort cet épisode, vous verrez. Eh bien, merci encore et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!